The American Dream. Bonjour, je suis Alexis Buisson, le correspondant du journal La Croix à New York. Vous écoutez un épisode bonus de C'est ça l'Amérique, notre podcast sur les États-Unis d'aujourd'hui, raconté par des experts, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. May God bless you and may God bless the United States of America. The greatest jobs president that God ever created. Oh my God, go Biden! Je suis à Wilmington, la ville du Delaware, où vit Joe Biden en attendant d'aller s'installer à Washington. Dans le centre-ville, quelques habitants s'arrêtent devant le théâtre reconverti en QG du futur président. C'est de ce théâtre, le Queen, qu'il annonce au compte-gouttes, depuis sa victoire en novembre, les membres de son futur gouvernement, ou cabinet, comme on l'appelle aux États-Unis. Sharon, une habitante de Wilmington, a voté pour Joe Biden, mais surtout sa vice-présidente, Kamala Harris, une femme noire comme elle. C'est historique, la première femme noire vice-présidente. Voilà, c'est tout. On a de nouveau un président démocrate, c'est sûr, mais là on parle d'histoire. On n'a jamais eu de femme noire en tandem avec un président blanc. Kamala Harris n'est que l'un des visages d'un gouvernement qui ne ressemble déjà à aucun autre dans l'histoire du pays. Première femme à diriger le Trésor américain, premier afro-américain à diriger le ministère de la Défense, premier homosexuel à siéger au gouvernement, cette équipe d'une trentaine de membres, ministres et autres fonctionnaires clés de l'administration, se distingue par sa diversité. Pourquoi Joe Biden a-t-il fait ce choix ? Quelles sont les personnalités de cette équipe historique ? On a décidé dans cet épisode bonus de vous présenter quelques-uns des visages de ce gouvernement Biden en questionnant Tristan Cabello, professeur d'histoire américaine à l'université Johns Hopkins, un entretien enregistré à Washington. Bonjour Tristan Cabello. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de faire partie de cet épisode bonus de C'est ça l'Amérique. Alors, une question simple peut-être pour commencer sur ces nominations. Pourquoi sont-elles aussi importantes et qu'est-ce qu'elles disent, selon vous, de cette présidence Biden qui s'annonce ? Les nominations du cabinet, les nominations de la nouvelle administration, c'est toujours le premier message politique d'un président aux États-Unis. Et là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Joe Biden, en fait, envoie un message fort à l'Amérique. Et c'est une réponse, en fait, à l'administration Trump. Il y a 5 ans, Trump démarre sa campagne en dévoilant son slogan de campagne qui était « Make America Great Again », donc de faire en sorte que l'Amérique redevienne bien comme avant. Et en fait, on se rend compte quand on déconstruit ce slogan que l'Amérique, elle était mieux avant pour très peu de gens, en fait, pour très peu d'Américains. Et elle était mieux avant, pas pour les Noirs, pas pour les immigrés, pas pour les immigrants, pas pour les LGBT, pas pour les femmes, etc., etc., etc. Et on peut reprocher beaucoup de choses à Donald Trump. En tout cas, ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est de ne pas avoir mis en œuvre son programme. Et donc, dès les premiers mois de l'administration Trump, on a découvert les visages de cette administration qui était prédominamment blanc, prédominamment homme. Et puis ensuite, il y a eu le déroulement du programme, c'est-à-dire des messages racistes, sexistes, homophobes, pratiquement tous les jours, et qui ont culminé finalement avec l'épidémie du Covid, puisque qui sont les gens qui sont morts finalement durant cette épidémie ? Ce sont principalement les pauvres, les immigrés, les immigrants, les Noirs. Donc là, c'est très important de donner ce message d'une Amérique multiculturelle, diverse, diversifiée, hommes, femmes, des homosexuels, des gens qui viennent à peu près de tous les backgrounds. Ça ne veut pas dire que ça va solutionner bien sûr tous les problèmes de diversité aux États-Unis. C'est faux, mais en tout cas, ça donne un exemple, et ça donne cet exemple que toutes les entreprises, toutes les universités, toutes les collectivités locales aux États-Unis essayent de suivre, c'est-à-dire qu'il y a toujours un conseil de diversité dans ces entreprises qui essayent justement de diversifier et de faire en sorte que toutes les voix soient reconnues au sein de ces organisations. C'était difficile de constituer cette équipe très diverse. On sait par exemple qu'il y a des élus ou des groupes afro-américains qui insistaient pour que un afro-américain soit à la tête du ministère de la Justice par exemple, ou que des groupes asiatiques
voulait que des membres de cette communauté aussi figurent dans le gouvernement. Vous diriez que Joe Biden s'en est plutôt bien tiré? J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux écoles dans la diversité aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a cette école qui dit en général que representation matters, donc c'est-à-dire que la visibilité en fait est importante. Et ça, je pense que c'est tout à fait évident, c'est très clair que la visibilité des minorités, c'est très important et que ça change le champ des possibles pour beaucoup de jeunes aux États-Unis. Et puis d'un autre côté, il y a donc l'école qui dit que tous ces visages, en fait, tous ces first, donc il y a le premier noir à la tête du Pentagone, par exemple, ne changent pas vraiment la vie des Américains. Et ça, c'est vrai aussi. On a l'impression que c'est un peu une vision un peu cynique de la diversité, mais c'est vrai aussi parce que les gens en fait se rappellent de la présidence de Barack Obama. Et la présidence de Barack Obama, c'était le premier président afro-américain. Et en fait, durant cette présidence, on s'est rendu compte que la vie des Afro-Américains n'avait pas forcément beaucoup changé. Et en fait, c'est pendant cette présidence que le mouvement Black Lives Matter est né. Donc, cette diversité, ne change pas forcément toujours beaucoup de choses. En tout cas, le Parti démocrate, c'est le parti de la diversité aux États-Unis. Et donc, il y avait vraiment beaucoup de compétences dans cette diversité. Je pense que Biden a recruté toute cette compétence. On ne peut pas dire, par contre, et on pourra peut-être en parler plus tard, que les gens qu'il a recrutés pour ces postes ont été forcément affiliés à un poste qui était en fait en ligne avec leurs compétences. On peut pas, par exemple, penser à Susan Rice, afro-américaine, très compétente sur les questions à l'international, en fait, et qui a été nommée à un poste qui a à voir avec les relations intérieures, avec la politique intérieure, ce qui n'est pas du tout sa compétence. Donc il y a comme quelquefois une déconnexion entre vouloir vraiment représenter la diversité dans le gouvernement, mais ne pas forcément nommer ces personnes au poste qu'ils convoitaient. J'ai l'impression que ça correspond aussi, cet effort pour diversifier le gouvernement. Ça répond aussi à un reproche qui est souvent fait aux hommes blancs, en particulier dans le milieu de l'entreprise ou en politique, qui est de ne pas assez aider ou mettre en valeur des femmes ou des personnes dites de couleur. On a l'impression que Joe Biden, en fait, 78 ans, un homme blanc de 78 ans, a entendu ça et met en pratique, en quelque sorte, un effort pour mettre en valeur ces minorités. Ah, vous avez tout à fait raison. Biden, justement, essaie de mettre en valeur ces minorités, mais on peut aussi lui faire ce reproche, et c'est un reproche qui lui a été fait plutôt venant de la partie plus progressiste du Parti démocrate, qu'il a utilisé cette diversité de manière un peu cynique, c'est-à-dire qu'il a confondu diversité avec apparence physique. Parce que par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que la garde rapprochée de Biden, c'est-à-dire tous les senior advisors qui sont autour de lui, ce sont tous en effet des hommes blancs. Il n'y a pas de diversité dans le premier cercle de Joe Biden, puisqu'un président aux États-Unis, finalement, interagit assez peu avec son cabinet. Il interagit beaucoup plus avec les advisors, les conseillers qui sont autour de lui. Et là, ce sont tous des hommes blancs. Avant de poursuivre la conversation, gros plan sur quelques-unes de ces nominations historiques, à commencer par Janet Yellen, première femme à diriger le Trésor américain, et le général à la retraite Floyd Austin, premier afro-américain en charge du ministère de la Défense. Autre nomination notoire, celle de la députée du Nouveau-Mexique, Deb Haaland, la première amérindienne à faire son entrée au gouvernement en tant que secrétaire à l'intérieur, chargée de la gestion des terres publiques notamment. Pour les transports, Joe Biden a choisi son ancien rival des primaires, Pete Buttigieg, l'ancien maire est le premier membre ouvertement homosexuel d'un gouvernement américain. Il a aussi nommé Alejandro Mayorkas, un immigré cubain, à la tête du département de la sécurité nationale, tout un symbole pour ce ministère chargé entre autres de l'immigration. À noter que les membres du gouvernement devront tous être validés par le Sénat, où les démocrates ont une très courte majorité depuis leur victoire aux élections sénatoriales du 5 janvier en Géorgie. Il
Il y a une personnalité qui est intéressante, Janet Yellen, qui est la première femme à diriger le Trésor américain. C'est aussi une personnalité du sérail, quand même. C'est une personnalité très connue qui est dans les cercles économiques et politiques depuis très longtemps. On a l'impression que ça incarne aussi un peu cette nouvelle équipe. C'est à la fois un choix révolutionnaire pour diriger le Trésor, mais en même temps une personnalité très classique, quoi. Vous avez tout à fait raison. Alors c'est exactement, j'ai l'impression même du Biden assez typique. C'est-à-dire que en effet, il y a d'un côté un changement. C'est ce changement que l'Amérique attend. Et donc là, Janet Yellen, c'est la première femme à la tête du Trésor. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est la première fois que ça s'est passé. On peut se demander vraiment pourquoi ça s'est pas passé avant. Et puis derrière ça, derrière cette image, derrière ce symbole qui est fort, on se rend compte aussi que c'est une femme en fait assez conservatrice, assez typique dans ses politiques, qui fait partie du sérail, qui a été dans toutes les organisations washingtoniennes et qui aussi finalement a des idées qui ressemblent beaucoup à Biden, qui sont des idées néolibérales centristes, qui représente tout à fait la position idéologique dans le Parti démocrate de Joe Biden, c'est-à-dire une position entre centrisme et conservatisme. Et Janet Yellen, vraiment, j'ai l'impression que c'est le symbole de cette administration, c'est-à-dire un symbole assez fort. Et puis finalement, derrière, des politiques qui sont attendues, qui ne sont pas vraiment nouvelles, des politiques assez conservatrices qui vont nous rappeler finalement l'ère Obama. Si on regarde l'environnement, par exemple, maintenant, avec la secrétaire à l'Intérieur, Deb Haaland, qui est la première amérindienne à faire son entrée dans un gouvernement américain, le choix de Joe Biden aussi pour l'Agence de protection de l'environnement, la EPA, qui est Michael Reagan, afro-américain. C'est la première fois que cette agence est dirigée par un afro-américain. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans l'exercice du pouvoir, dans la manière dont ces portefeuilles sont gérés finalement? Oui, là je crois que c'est la grande carte à jouer pour Joe Biden. Il faut savoir que vraiment toutes ces nominations à l'environnement ont été très bien accueillies, principalement d'ailleurs par les jeunes, par les organisations de lutte contre le réchauffement climatique, qui sont en général plutôt situées dans le côté progressiste du Parti démocrate. Et là, vous avez oublié aussi de mentionner quelqu'un qui a été nommé comme le tsar de la lutte contre le réchauffement climatique, qui est John Kerry. Et John Kerry, ce qui est assez intéressant, moi j'enseigne à des étudiants qui ont entre 18 et 22 ans, qui ne l'ont pas connu durant ces grandes années, c'est-à-dire au début des années 2000, lorsqu'il était le candidat démocrate contre George W. Bush. John Kerry, par exemple, c'est quelqu'un qui a complètement réussi son rebranding et qui s'est vraiment connecté à tous ces mouvements de gauche et qui est très très apprécié par les jeunes Américains, principalement d'ailleurs par le mouvement Sunrise. Donc il y a un mouvement progressiste de la jeunesse, écolo. Et donc ça, ce sont des nominations qui ont été très très bien accueillies. Et puis bien évidemment, la nomination de Deb Haaland, qui mieux qu'une Native American peut s'occuper du ministère de l'Intérieur, qui encore une fois aux États-Unis est en fait le ministre des territoires, de la diversité des territoires. Donc ça, j'ai l'impression, moi, que c'est la carte progressiste que Joe Biden essaie de jouer. C'est son attention à la lutte contre le réchauffement climatique. S'il ne peut pas changer grand-chose, peut-être d'un point de vue intérieur, au niveau social, au niveau sociétal, là, il y a un combat à jouer. Et il y a un combat à jouer qui va lui permettre de gagner des points, principalement dans le camp progressiste, dans le Parti démocrate. Est-ce qu'il y a des personnalités, justement, qui vous séduisent, vous, particulièrement, dans ce gouvernement? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs personnalités. Ce sont des personnalités d'ailleurs qui, en général, sont restées alignées avec leurs opinions politiques. Par exemple, Marcia Fudge, qui va être donc au département du logement. Il faut savoir que Marcia Fudge, c'est quand même quelqu'un de très intéressant, qui était une personnalité afro-américaine de l'Ohio, qui était une des leaders du Black Caucus, c'est-à-dire donc du caucus noir du Parti démocrate, qui a des idées très intéressantes, mais qui était donc spécialisé sur l'agriculture, qui n'a pas eu ce poste et qui s'est vu nommé au logement.
C'est quelqu'un aussi là qui s'est toujours battu pour les populations noires, pour les populations pauvres de son État, et qui va mettre en œuvre une politique du logement aux États-Unis qui va être très progressiste et très inclusive. Donc ça, c'est très très bien. Il y a aussi par exemple quelqu'un comme Xavier Becerra, donc un latino qui va être nommé ministre de la Santé. Donc Xavier Becerra, c'est quelqu'un là aussi qui ne vient pas forcément d'un milieu très aisé, et qui, pendant la campagne présidentielle, s'est par exemple prononcé pour la grande réforme de Bernie Sanders, qui était le Medicare for All, c'est-à-dire une assurance santé qui peu ou prou ressemblerait aux assurances santé européennes, c'est-à-dire une assurance santé d'État. Donc Biden s'est prononcé de manière assez forte contre le Medicare for All, mais c'est quand même un signe assez important d'avoir des gens dans son administration qui représentent une diversité aussi idéologique. Et donc ça, c'est important. Alors le message est important. Maintenant, je crois qu'il faut peut-être aller au-delà des apparences et peut-être aussi être plus en phase avec la manière dont les jeunes voient la diversité aux États-Unis. Et moi, j'ai affaire à des jeunes qui ont entre 18 et 22 ans, et j'ai envie de dire que les symboles, finalement, ne les touchent plus beaucoup. Il y a une personnalité dont on n'a pas parlé, qui est aussi symbolique, c'est Pete Buttigieg, ministre nommé au transport, qui est la première personnalité ouvertement homosexuelle à faire son entrée dans un gouvernement américain. Oui, alors Pete Buttigieg, j'ai l'impression que ça symbolise toute la politique de Biden sur la diversité. Pete Buttigieg, il faut quand même rappeler que c'est quelqu'un qui a fait justement campagne en disant que son orientation sexuelle ne devait pas être prise en considération si on votait pour lui. On ne devait pas voter pour lui parce qu'il était gay, on devait voter pour lui, et il avait tout à fait raison, on devait voter pour lui parce qu'il avait un programme qui nous plaisait. Donc c'est quelqu'un qui a constamment essayé de mettre la sourdine finalement, ou de ne pas marketer, de ne pas publiciser son orientation sexuelle. Et là, lorsqu'il a été nommé par Joe Biden, c'est en fait la première chose que Joe Biden a dit, c'est-à-dire que c'est le premier LGBT à être ministre. Encore une fois, moi je crois que vraiment les exemples, la visibilité, c'est quelque chose de très important. Ça élargit le champ des possibles pour la jeunesse. Maintenant, Pete Buttigieg, c'est quelqu'un qui, dans la campagne des primaires par exemple, se situait quand même peut-être même à la droite de Joe Biden, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait quand même des idées assez conservatrices, assez centristes. Donc c'est pas quelqu'un qui forcément va impulser des réformes radicales, plus progressistes dans ce gouvernement. Mais c'est assez intéressant la manière dont Biden justement a utilisé l'homosexualité de Buttigieg pour en faire un symbole que Buttigieg ne voulait pas être au début en fait. Arrêtons-nous sur le visage le plus connu de ce gouvernement de la diversité. Il s'agit de Kamala Harris, la sénatrice de Californie, née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne. Lors d'un reportage en Géorgie, j'ai rencontré Ranjit, un immigré indien vivant à Atlanta. Je lui ai demandé ce que cela signifiait pour lui de voir Kamala Harris arriver à la vice-présidence. Pour moi, j'ai compris le sens de cette nomination quand j'ai vu le bonheur de ma fille. J'ai vu beaucoup d'autres Indiens américains se faire élire, gouverneurs notamment. Ces moments étaient importants, bien sûr, mais la nomination de Kamala Harris l'est encore plus en raison de ce qu'elle représente pour les filles issues de l'immigration. De voir quelqu'un qui leur ressemble, qui a un nom comme elle, arriver aux plus hautes fonctions, cela les rend fiers et leur donne un sentiment d'appartenance à ce pays. Tristan Cabello, un mot sur Kamala Harris, première femme noire à devenir vice-présidente, première femme sud-asiatique à devenir vice-présidente. C'est bien évidemment un symbole fort, surtout pour les femmes, pour les jeunes filles de non blanches dans ce pays. Est-ce que là encore c'est un symbole qu'il faut prendre avec du recul et avec des pincettes ? Il y a toujours une ambivalence, c'est-à-dire que le symbole est fort.
Et le symbole est fort. Pourquoi ? Puisque, bien évidemment, Kamala Harris a des origines qui représentent, mais vraiment très fortement, l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart des étudiants, auxquels je parle, qui ont entre 18 et 22 ans, ne s'identifient même plus comme noirs, comme latinos. Kamala Harris, elle est multiculturelle. Et elle représente tout à fait la jeunesse de ce pays. Elle est tout à fait en phase avec la jeunesse de ce pays. Et puis, il faut quand même rappeler aussi quelque chose, c'est que Kamala Harris, c'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu privilégié, mais qui n'était pas non plus un milieu de classe moyenne, populaire. C'est-à-dire que même si elle n'est plus vraiment en bon terme avec lui, son père était professeur à Stanford. Donc c'est quelqu'un qui a eu, qui n'est pas des milieux tout à fait vraiment très privilégiés comme le reste de l'administration. Puis c'est quelqu'un qui a été éduqué dans ce qu'on appelle aux États-Unis les HBCU, c'est-à-dire ces universités principalement noires qui, en général, n'ont pas le prestige, le cachet des grandes universités comme Yale, Stanford ou New York University, par exemple. Donc ça, je crois que c'est un message qui est tout à fait fort. Et puis, l'autre côté de Kamala Harris, c'est-à-dire que bien évidemment, alors il y a beaucoup de gens qui ont été très séduits et par le fait que c'est un symbole et que c'est un symbole fort. Mais Kamala Harris, elle a été nommée donc vice-présidente ou candidate à la vice-présidence juste après les manifestations cet été sur Black Lives Matter. Et il faut rappeler que Kamala Harris, c'est quelqu'un qui, durant toute sa carrière en Californie, a été un procureur qui a été quand même très, très agressif sur le crime, quoi. C'est quelqu'un qui a... Moi, j'ai un collègue qui me disait, c'est quelqu'un qui a quand même passé sa vie à mettre des Afro-Américains et des pauvres en prison. Alors c'est peut-être exagéré de dire ça, mais c'est vrai que Kamala Harris, il y a cette histoire, c'est-à-dire que bien évidemment, là encore, c'est quelque chose qui symbolise vraiment ou qui résume l'attitude de Biden dans cette diversité. C'est un symbole fort et en même temps, les politiques qu'elle représente derrière sont des politiques qui sont dans l'air du temps, qui ne vont pas changer radicalement les choses. C'est-à-dire que Kamala Harris, en effet, c'est une Afro-américaine, mais c'est aussi une Afro-américaine qui a été très très dure contre les Afro-américains de son propre État lorsqu'elle était procureure. On a l'impression qu'elle parle finalement assez peu de son identité, que pour elle c'est pas finalement une question comme cela a été pour Barack Obama qui a écrit des livres dessus, qui a eu finalement un questionnement très très poussé sur son identité. Je crois que c'est en ça qu'elle est en phase avec cette nouvelle génération et la manière dont eux parlent de leurs propres identités. Par exemple, c'était très intéressant lors de leur discours de victoire. Elle a parlé de sa mère, mais elle n'a pas parlé de sa mère en termes d'origine ethnique. Elle a dit c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Et puis elle n'a pas du tout parlé de son père, par exemple. Donc c'est pas quelqu'un qui met l'emphase sur ses origines, c'est quelqu'un qui met l'emphase, je crois, sur ses accomplissements, sur son travail et sur le fait qu'elle est là pour ses compétences et pas pour ses origines, pour son identité. Et encore une fois, je crois que ça parle justement à ces femmes, à ces jeunes dont vous parliez tout à l'heure, qui veulent être reconnus, non pas parce qu'ils ont des politiques identitaires différentes du mainstream de la norme, mais parce qu'ils ont des compétences qui les mènent à ces postes de haute distinction. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'attendre à des crispations au sein des administrations dans ce gouvernement qui n'a jamais été aussi divers sur plusieurs plans, et des crispations aussi au sein de l'électorat de Donald Trump face à ce gouvernement d'un visage très différent de celui de Donald Trump? Des crispations du côté des supporters de Trump, il y en aura. C'est-à-dire que, encore une fois, les supporters de Trump se mobilisent pour le retour à une Amérique qui n'existe plus. C'est-à-dire il faut toujours rappeler que dans à peu près 15 ans, les Blancs aux États-Unis vont devenir minoritaires. C'est-à-dire c'est démographique, c'est dans cette direction que le pays va. Et Donald Trump avait fait en fait toute sa carrière sur le rêve de revenir à cette Amérique qui serait prédominamment blanche. Ça n'arrivera plus. Maintenant, pour l'autre question, la deuxième question, c'est-à-dire les crispations dans l'administration. Lorsqu'il y a des
des personnes de couleur, des femmes, dans les lieux de pouvoir, dans des lieux de haute distinction, il y a toujours des crispations. Même dans le Parti démocrate, il faut quand même pas oublier à quel point quelqu'un comme Barack Obama était tout à fait décrié durant la campagne des primaires et puis même après. Ou alors, par exemple, Hillary Clinton, qui dans son propre camp n'était pas toujours soutenue. Donc il y aura des crispations et c'est peut-être là où cette administration va être intéressante, c'est-à-dire il va falloir porter attention, il va falloir suivre comment ces crispations vont être gérées. Et peut-être que là, justement, il va y avoir un exemple, il va y avoir une narrative qui va être finalement très utile à l'avenir du pays. Un grand merci à Tristan Cabello pour ses analyses et un grand merci à vous qui avez suivi cet épisode bonus de C'est ça l'Amérique. On se retrouve donc jusqu'à l'investiture du 20 janvier. À bientôt. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. The greatest jobs president that God ever created.